Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui, discussion avec un ami, le bouc émissaire, et donc on va se faire une petite discussion informelle et sympathique autour de différents sujets qui nous intéressent. Donc on va parler de théories du complot qui fleurissent sur Internet, de terre plate, de bâtisseurs, de pyramides, d'égyptologie et tout ce qui s'ensuit, d'extraterrestres. Enfin voilà, petite discussion qui va être marrante. Alors bonjour le bouc émissaire, comment vas-tu? Salut Pierre-Yves, ça va? J'espère que ça va bien. En tout cas, ça va de mon côté, tout va bien, il fait beau. Ok. Et voilà, donc d'accord, je suis parfait, je suis partant pour ce que tu proposes. Il n'y a pas de souci. Bon alors déjà on va parler de ce qu'on appelle les théories du complot. Moi personnellement j'aime pas trop ce terme. On sait d'ailleurs que ça a été plus ou moins inventé, les théories du complot, l'expression théorie du complot et le conspirationnisme. Je crois que c'est au moment de la mort de Kennedy, je crois. Et pour moi donc ça fait partie du complot en général. Je pense que on est dans un monde dirigé par des banquiers, par des bourgeois judéo-protestants, on va dire. On va pas rentrer peut-être trop dans les détails. Et les théories du complot qui ont fleuri sur Internet, notamment et surtout à partir du 11 septembre, de tout ce qui est attentat sous faux drapeau, mais également de tout ce qui est conspiration de la matrice des extraterrestres, quoi. Ça pullule, on va dire, depuis une vingtaine d'années, quoi, depuis la démocratisation d'Internet. Donc voilà, je voulais savoir si toi tu avais des choses à rajouter par rapport à ça. Alors, j'ai un point de vue qui m'est propre évidemment et qui va aller dans le sens de ce que tu viens de dire. Oui, alors ça a été une multiplication, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les théories du complot parviennent, arrivent du moins sur le devant de la scène. Et ça a été très utilisé pour noyer la réalité des choses. C'est un paravent qui est très 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 utilisé et qui est pratique. Donc, pour faire une synthèse, on va dire que il y a une réalité, il y a des événements qui sont arrivés et on a en parallèle, et c'était pensé en amont, mis en avant et fait émerger les théories du complot. Voilà, c'était le petit schéma pratique qui est toujours utilisé d'ailleurs actuellement. Ouais. Mais oui. Bah tout à fait, là on le voit avec la crise du Covid. Donc moi je pense comme toi, je nie pas la réalité du virus, mais après ce qu'on appelle le discours officiel, la communication qui en a autour, c'est plus ou moins même une programmation de l'imaginaire collectif. J'aime bien Ouais. ce point de vue pour driver les foules et les masses, l'opinion publique, on va dire, dans un certain sens, qui va toujours dans le sens du système et on va dire de plus de flicage, de plus de contrôle des libertés, quoi. Ouais, c'est le but à la base, hein. C'est toujours que il y a un objectif, hein. Et l'objectif, c'est, ils ont, en réalité, ils prennent moi je prends le problème dans l'autre sens. Ils ont un but à atteindre et ils cherchent à créer toutes les étapes pour y parvenir. Et donc, ils ont un schéma, ils remplissent les cases de sorte à ce que le problème qu'ils créent, ça permet d'arriver à ce but. C'est le schéma basique qu'ils utilisent. Donc voilà, c'est toujours remis d'actualité, hein, mais c'est toujours la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Bien sûr. Et c'est ça voilà, c'est assez choquant d'ailleurs, mais le panneau, il est toujours là, c'est le même, mais on tombe dedans malheureusement. Bien sûr, c'est la stratégie du choc constructif ou Hein. du pompier pyromane. On crée un désordre et on vient en tant que sauveur de la situation et on fait passer des Hein. mesures qui n'auraient pas pu être possibles, qui ne seraient pas passées dans l'opinion publique si la situation était normale. Par exemple, là l'histoire de remplir des papiers pour pouvoir sortir dehors, faire une attestation. S'il n'y avait pas eu le Covid, ça serait jamais passé, quoi. Et non seulement ça, puis en plus, ça a un accélérateur formidable. Ils ont eu du mal à trouver, à justifier le flicage des gens. Bon, la technologie, les téléphones portables, les ordinateurs, tout le numérique quoi, qui envahit nos vies, ça permet de le faire. Mais ils peuvent pas, ça prend du temps. Et là, voilà, ils ont un prétexte, ils ont dit on va mettre un petit coup d'accélérateur. Et là, ils ont pas traîné, hein.
Le Covid, il est arrivé, paf, justification, et en plus sur smartphone maintenant, donc flicage par les données téléphoniques, etc. C'est de la Gestapo version numérique. Magnifique. Ouais. Même apparemment, j'ai vu il y avait pas d'attestation à remplir sous l'occupation. Hein. On n'a jamais vu ça. Hein, En plus, en plus, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, le Covid, il remplit plein de cases pour le système en général, on va dire, pour nos élites qui sont au-dessus des gouvernements. Ça permet du coup de faire passer, comme tu dis, le flicage au niveau de la technologie, des portables, des ordinateurs, des réseaux sociaux. On sait aussi qu'il y a des censures de certaines chaînes qui vont pas dans le sens de la doxa, mais on peut penser aussi à la crise économique. Donc je suis sûr qu'ils vont nous vendre un truc genre la suppression du liquide, pourquoi pas un espèce de salaire universel. On a ça aussi avec, tu sais, on parlait de l'euthanasie, alors on voit qu'il y a 95% de personnes âgées qui décèdent. Enfin, ça rentre, il y a plein de cases qui sont cochées grâce au virus, quoi, d'un coup, quoi. Ça ressemble vraiment à tout ce qu'ils avaient prédit. Alors, je mets prédit entre parenthèses, mais c'est ça. Ils ont décrété des choses qu'ils souhaiteraient voir arriver, et ils ont réussi, avec ce bricolage viral, de nous faire avaler de force leurs prédictions. Mais ça va trop vite, en fait. Trop vite. En quelques mois, là. En 2 mois, 3 mois, ils veulent passer les choses en force. C'est difficile. Enfin, je vois pas comment ils vont faire. Moi aussi. Je pense qu'ils vont un peu trop vite en besogne, quoi. Mais bon. Et ça, ce que tu dis quand tu parlais de prédiction, ça c'est un truc que je voulais mettre en avant, c'est de préparer l'imaginaire collectif à des plans qui doivent se réaliser plusieurs années, voire des dizaines d'années plus tard, quoi. Moi, par exemple, c'est comme ça que je vois le cinéma hollywoodien, parce que finalement, on va retrouver tout ce qui se passe dans la réalité a déjà été mis sur pellicule au cinéma, quoi. Ouais. Ouais, je t'en prie, vas-y, continue. On l'a par exemple, tu sais, pour le virus, hein, déjà des séries, des films qui ont parlé de pandémie mondiale, on a eu plein, quoi. Sans parler bien sûr de Jacques Attali ou genre de personnes qui soit sont des prophètes, soit sont très bien renseignés, quoi. J'aurais plutôt tendance à opter pour la deuxième option. Et on va le retrouver aussi énormément pour le 11 septembre, quoi. Moi, je pensais qu'il y avait eu quelques, tu sais, il y a eu des pochettes d'albums, de CD, quelques séries qui ont parlé de ça. Et j'avais vu une vidéo sur YouTube qui montrait toutes les fois où on a parlé du 11 septembre en amont. Donc bien avant les attentats du 11 septembre, et c'est des centaines et des centaines de séries, de dessins animés, de films, de paroles de musique qui font explicitement référence aux 2 tours jumelles par exemple et à la date du 11 septembre, quoi. Il y a justement, on est noyé sous les prédictions par rapport au 11 septembre. Hein. C'est trop en réalité, et c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et je me demande si c'est pas fait volontairement. Enfin, je me demande même pas, je le sais. C'est pas fait volontairement. C'est fait sciemment. Je ne sais pas quel but précis, mais ils ont un but à noyer l'événement, c'est-à-dire à le prédire via tous les supports possibles. C'est quelque chose de. Il faut chercher quel est le but. Moi, je te donne mon avis. Pour moi, c'est une préparation de l'imaginaire ou de l'inconscient collectif. C'est un peu le même principe, tu sais, que le subliminal. C'est que on aura des images dans la tête, et le jour où ça va se produire, on sera moins surpris. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme un peu, tu sais, avec les attentats. Dans les années, quand c'était la guerre froide, les méchants dans les films, c'était des Russes. Et à partir des années 90, on va dire de la première guerre du Golfe, c'était des Arabes musulmans, quoi. Et on peut peut-être s'attendre à ce que dans les prochaines années, on ait des terroristes chinois dans les films, quoi. Ils vont renouveler les antagonistes, et celui qui jouera le rôle d'antagoniste, il évolue.
Il sera en fonction de l'air du temps. Voilà, voilà. Et moi, derrière ça, derrière Hollywood et derrière cette programmation, je pense que c'est directement des officines militaires, en fait. C'est que, comme je te l'avais dit quand on avait discuté, c'est que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on va dire que l'armement militaire était fait pour tuer des corps, on va dire, tuer des soldats ou des civils, alors qu'aujourd'hui, depuis 50 ans, le militaire est carrément rentré dans la société et pour attaquer les âmes et la psyché à la fois collective et à la fois individuelle, quoi. Oui, oui, je me souviens bien de cette discussion qu'on a eue la dernière fois, et je me souviens qu'on avait, ça sous-entendait, du moins ce que tu dis, le fait que maintenant, la guerre, elle est pas là pour tuer un maximum d'ennemis dans l'armée ou quoi, c'est plutôt dans la dissuasion, dans la terreur, donc dans le psyché. Ça doit interpeller, ça doit choquer. L'armement, il est devenu tellement violent, les capacités militaires de destruction des armées modernes occidentales, hein, c'est typiquement occidental, c'est qu'elles ont la capacité de détruire n'importe quelle nation en un claquement de doigts quasiment, avec l'arme des armes, la meilleure arme au monde, la plus dissuasive et la plus terrible, c'est l'arme atomique. Bien sûr. C'est ce qu'on et ouais, ça c'est génial. Ça, et là c'est, alors qu'est-ce que tu as dit juste avant par rapport à ça, justement, pas à l'armée atomique, mais par rapport aux armées modernes, Eh ben, au niveau des on armes. peut dire qu'on est passé d'une guerre classique à une guerre cognitive, quoi, Voilà. une guerre psychologique. Et d'ailleurs, c'était toi qui, je l'avais vu dans une ancienne de tes vidéos, tu parlais de l'armée française qui recrutait des scénaristes, je crois. Oui, de science-fiction. Voilà, ils cherchaient pour trouver des nouvelles stratégies militaires, des nouvelles façons de faire la guerre, hein. Ils recherchaient donc des gens en dehors du sérail classique, c'est-à-dire des gens impliqués dans l'armée. Là, ils prenaient des gens du civil, enfin du civil entre guillemets, ils recrutaient des scénaristes de science-fiction tout particulièrement, parce qu'ils avaient besoin d'explorer de nouvelles techniques de combat. Enfin, ça c'est la version officielle, hein, c'est ce qu'ils disent. Mais ils recrutaient donc des gens dans ce domaine-là. Et là, on partait vers quelque chose d'innovant, parce qu'avant, c'était des généraux, des gens qui avaient l'habitude de faire de la stratégie militaire. Ils avaient été à l'école militaire, ils avaient une formation classique. Là, c'est des gens qui ne sont pas du tout du milieu, mais qui ont l'esprit complètement ouvert par rapport aux nouvelles méthodes dont a besoin l'armée. Ils allaient partir dans la science-fiction. Alors, moi, ça fait penser à Minority Report. Ouais, ouais. C'est pas l'armée, mais c'est des techniques de contrôle où on anticipe avec le futur ce qui va arriver, et on peut tout de suite bloquer les gens ou les attaquer en anticipation, etc. Il y a ça, il y a d'autres films, mais il y a beaucoup de matière dans les séries fantastiques. Et donc les scénaristes de fantastique ou de science-fiction, du moins, eux, sont des sources d'informations et de matière pour l'armée moderne. Moi, je vois ça comme ça. C'est pas seulement Ouais, ouais. Et ça pour se participe diversifier, aussi d'un mouvement général qui a été vraiment initié, je trouve, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'attaquer directement les populations. Parce qu'avant, les guerres, ça se faisait entre armées de métiers, avec des militaires, avec des uniformes sur des champs de bataille. Et on le voit, je sais pas, avec Hiroshima, Nagasaki, ou les bombardements de Nuremberg. On voit que c'est directement les civils, enfin les opérations militaires se font directement au sein des sociétés, auprès des civils. Et donc, je pense que nos élites ont bien compris que pour avoir les corps, pour avoir les individus, il fallait déjà avoir leur psyché et détourner leur façon de penser, quoi. toujours, c'est la base, hein. D'abord, c'est un travail de propagande, c'est annihiler l'esprit des gens, les rendre peureux. Ah, ça, c'est le premier point. Et leur faire oublier les objectifs d'une guerre. Et pourquoi elle est là, la guerre. Et donc la psychologie, c'est la base première. Et ensuite, je vais rebondir sur ce qu'on disait. Tu parles de la bombe atomique et des Hiroshima, Nagasaki, et des villes, des grandes villes qui ont été détruites, comme Dresde, par exemple. Je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, Mais, oui. voilà, Berlin, Dresde, je ne sais plus quelle ville, en Allemagne, et puis d'autres villes encore ailleurs, qui ont été rasées, on a tué, je sais pas, 200 000, 150 000 civils dans ces villes-là. Comment dire? En réalité, le psyché, on l'atteint avec la possibilité de faire croire quelque chose qui est tellement extravagant dans sa capacité de nuisance, qui annihile toute réflexion et toute action. En gros, je parle de la bombe atomique, on en avait déjà parlé, mais la bombe atomique,
C'est le monstre le plus puissant qui puisse exister sur cette planète, et celui qui le possède, celui qui l'a dans son armée, dans ses capacités, on va se dire, ben, le mec d'en face, il va hésiter à attaquer, il va se dire, si je l'attaque avec une bombe, je suis plus là. Oui, oui. Et moi, C'est la fin de la guerre moi, si classique avec la bombe atomique. voilà, C'est le rayon exactement. paralysant ultime, quoi. Voilà, c'est ce que tu disais, le psyché et les âmes. On s'attaque plus au corps, on s'attaque aux âmes. Et les âmes, les armées modernes, depuis la création de cette bombe atomique, avec le projet Manhattan, ce clivage qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ensuite les guerres qui sont arrivées après, avec l'arme atomique au-dessus qui est en suspens sur l'humanité, avec la possibilité de détruire la Terre entière, ça a changé la donne pour toutes les nations dans le monde. Et tous les conflits, ils sous-entendent qu'on peut se faire détruire. Si les pays belligérants disposent de cette arme, on peut tous se faire détruire en un claquement de doigts. Et c'est-à-dire quasiment plus d'âmes qui vivent sur cette planète. C'est-à-dire c'est pas une petite guerre régionale voilà. Et ça, pour moi, cette arme de dissuasion, c'est la meilleure escroquerie, et je pèse mes mots, qui a permis à des gens, à des nations qui ne disposaient que d'armes conventionnelles, de se faire plus grosses que ce qu'elles n'ont jamais été, et d'avoir un pouvoir neutralisant. Ouais, ouais. De l'enfumage. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et ça Et marche. ça me rappelle une phrase alors je crois que c'est de Heidegger, on lui posait la question qu'est-ce qu'il pensait de la bombe atomique à l'époque de sa création, et il avait répondu le pire scénario possible, ça serait qu'elle ne pète jamais. Parce que justement, ça paralyserait en fait toute la diplomatie, et c'est la meilleure arme justement pour restaurer un gouvernement mondial. C'est-à-dire que tout le monde va se tenir par la barbichette, et on va finir dans un espèce de cadre prédéfini, et où l'histoire même se termine, on pourrait presque dire, quoi. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Là, depuis qu'il y a eu cette mise en place de cette bombe atomique, il y aura plus de conflits majeurs comme les deux premières guerres mondiales, où il y aura plus ça, c'est fini, c'est ça. Et faut regarder celui qui annonce l'avoir. Quelles sont les nations qui disposent de cette arme nucléaire? Il y a qui? Il y a la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie. Je crois que je parle pas d'Israël, ça c'est à part. Il y a le Pakistan, c'est ça, l'Inde, on suppose que. Oui, voilà. Et après, il y a qui d'autre encore? Bah peut-être l'Iran, mais ça, ouais, oui. C'est pas sûr. Ouais, c'est pareil, ça va avec Israël, c'est pareil. Pour moi, c'est deux escroqueries, ces deux nations. C'est deux belligérants qui sont tombés au bon moment, au bon endroit. Et avec l'Arabie Saoudite qui sert à autre chose, mais ces deux-là, c'est les deux personnages, on les agite devant la face du monde en leur disant attention. Eux, c'est des fous, chacun de leur côté, mais ils ont des armes, mais ils le disent, mais ils sans le dire. Ouais, ouais. On sait pas sur quel pied danser avec eux. Et donc on a peur. On a peur juste que c'est... Et la Corée du Nord aussi, je l'avais oublié, la Corée du Nord, soi-disant. On pourrait même imaginer, si on était un peu taquin, que la bombe atomique n'existe pas, tout simplement. En gros, c'est mon propos. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, pour être précis, parce que les gens vont nous dire, oui, mais comment vous pouvez dire ça? Vous êtes complètement à la masse, etc. Alors, on va préciser. Je vais préciser mon point de vue. Après tu compléteras ce dont tu penses. Tu nous compléteras ton point de vue, du moins. Moi, en tout cas, la bombe atomique, clairement, telle qu'elle est définie, c'est-à-dire avec la capacité d'éradiquer toute vie sur Terre, ou du moins sur une grande partie de la Terre, avec les constructions, les humains et tout être végétal et animal, c'est clairement pas crédible. Alors, je rentre pas dans les notions de pourquoi, comment. Je dis juste que ceux qui, de mon point de vue religieux, c'est-à-dire Dieu a fait une création, et il ne peut pas donner à des créatures la capacité d'éradiquer toute vie. C'est-à-dire de prendre définitivement la capacité d'annihiler l'humanité, en fait. Je peux pas accepter religieusement, en étant avec l'idée d'avoir un Dieu juste qui donne cette arme à l'équipe de Satan, en fait. C'est pas possible. C'est une injustice totale. Donc, moi, je suis arrivé à un stade où le meilleur mensonge de Satan, c'est de faire croire qu'il a la capacité ultime de vie et de mort sur cette planète. Et cette technique, cette capacité de le faire croire, c'est l'invention de la bombe atomique telle qu'ils nous la vendent. Voilà. Après, je vais juste terminer là-dessus. Il y a des explosions nucléaires, entre guillemets, qui sont arrivées. C'est pas des explosions nucléaires. Et elles ont été ciblées sur des villes qui avaient la capacité d'être éradiquées rapidement, comme Hiroshima et Nagasaki. C'est deux villes qui étaient majoritairement construites avec des matériaux en bois. Il y avait très peu de béton puis c'était dans les années 40. Donc, on regardera, hein, il n'y a plus rien sauf 2-3 maisons en béton, des immeubles en béton qui ont tenu. Le reste, c'était que des constructions en bois. Donc, elles ont brûlé. Alors, c'était des grosses bombes. C'était un ensemble de plusieurs bombes c'était de la TNT, mais en grosse quantité. Ce qui a fait, il y a le champignon, tout ce qu'on veut.
mais c'est pas aussi puissant que ils nous ont menti. Voilà, ils ont grossi la bête. Voilà. Et juste pour finir, les radiations, c'est encore autre chose. Les radiations nucléaires, etc. C'est un autre sujet. Voilà. Voilà, C'est vrai, voilà. moi j'ai pas trop creusé la question, donc à la base je pensais effectivement que c'était vrai, tu vois, la bombe atomique, mais j'ai eu plusieurs personnes intéressantes qui m'ont parlé du fait que c'était possible que ça n'existe pas, et de toute manière il y a d'autres moyens qui pourraient faire presque plus de dégâts que des bombes atomiques qui pètent tout. C'est par exemple, et on le voit un peu en ce moment, c'est tout ce qui est guerre bactériologique. Je sais que par exemple, si on arrivait par par exemple par l'eau du robinet à faire, on pourrait éradiquer beaucoup de gens sans faire de dégâts. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté très spectaculaire avec ce gros champignon atomique, tu vois, et on en revient en général, de toute manière, au gouvernement par la peur, en fait, c'est-à-dire d'instaurer une espèce de peur paralysante, et que pour gouverner, c'est le meilleur moyen de gouverner, c'est d'instaurer la peur. Tu sais, c'est l'image et d'ailleurs qui renforce souvent le pouvoir en place. C'est pour donner une image, c'est justement par exemple s'il y a un loup qui attaque un troupeau de moutons, et les moutons ils vont se resserrer autour de leur berger, alors que ce berger il a pas spécialement des bonnes intentions envers les moutons, il voudra les égorger et les amener à l'abattoir quelques jours plus tard, quoi. Donc on le voit avec par exemple les attentats, même là d'ailleurs avec Macron, je pense que la popularité et le fait que la population soit derrière son président, son chef, c'est aussi par la peur, quoi. C'est le grand sauveur, quoi, le grand papa, quoi. Ouais. Surtout que c'est le grand sauveur, mais c'est un gamin encore. Il a encore comme on dit, il a du lait encore derrière les oreilles. Il est tout petit dans sa tête, il a 40 piges, il couche avec sa mère, ce qui pourrait être sa mère. Je suis méchant de dire ça, mais moi ça me fait rire de se réfugier auprès d'un mec de ce genre, quoi. Ouais. Ça inquiète au niveau de l'intellect de nos concitoyens. Pour le coup, je parle pour la France. Je suis totalement d'accord, et moi d'ailleurs, c'était à partir de l'élection de Sarkozy, où je m'étais dit, mais attends, Sarkozy, il va être dans les livres d'histoire, quoi, à côté de, je sais pas, de Gaulle, de Pompidou, et j'allais dire, même Chirac, qui était une crapule, il avait encore le standing, on va dire, d'un chef d'État. Mais à partir de Sarkozy, on a des gens qui ont une tête de sous-chef, qui sont chefs, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. C'est flippant. Moi, je me dis, punaise, j'ai l'impression qu'ils vont les recruter là où il y a la fange de la nation, ils vont recruter le futur président, ils vont le chercher, ils vont dans tous les tripots. J'ai l'impression, ils vont dans un dock, dans une ville portuaire, ils vont regarder tous les cassos, les plus déglingués, les plus dégueulasses, ceux qui leur manquent des chicots, qui sont endettés, qui sont prêts à tout pour réussir, et ils vont lui dire, toi, on va miser sur toi, parce que toi, t'as tous les prérequis pour couler le pays. Mais on va te mettre une belle chemise, une belle cravate, tu vas prendre quelques mots de vocabulaire, tu vas te faire propre, et tu vas dire ce qu'on va te dire. Et ils sont tous recrutés comme ça. Alors, Sarkozy, c'était un champion quand même, Sarkozy. Macron, c'est encore autre chose. Ouais, voilà. Et on parle même pas de Hollande, parce qu'il y a rien à dire sur François Hollande. Exactement. En fait, on rigole, mais c'est triste, c'est dramatique, mais en fait, on peut que faire ça. On n'a pas d'autre capacité. On peut pas aller prendre l'Élysée d'assaut, dégager tous ces escrocs. On peut pas physiquement le faire. À part arriver à 50 millions hein, et en se disant les premiers vont mourir, mais personne ne voudra le faire dans ce pays. On n'est pas en Amérique du Sud, on n'est pas dans des continents où ils savent ce que c'est que devoir lutter vraiment. Nous, on n'est pas là-dedans. Donc on rigole. On peut faire que ça pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Il y a ça. Et moi personnellement, je ne crois pas. Je pense que s'il devait y avoir un changement, ça se ferait par l'établissement d'une nouvelle élite. Mais j'ai jamais cru moi au peuple
Parce que tu vois, imagine là, je sais pas, par exemple au niveau à l'époque des gilets jaunes, si les gens ils avaient pris l'Élysée, bon bah ils pendent Macron à un réverbère, mais qu'est-ce qu'on fait après? Il y a pas, les gens ils sont tellement divisés que, tu vois par exemple, les gens ils prônaient le référendum d'initiative citoyenne, mais ils étaient déjà même pas d'accord sur le thème qu'ils voulaient aborder dans le référendum, quoi. Donc et ça fera toujours du 55-45 ou du 52-48. Donc en fait, il y a pas de projet commun qui fait l'unanimité au sein des masses qui sont divisées, et j'ai pas l'impression qu'ils sont meilleurs que nos pseudo-élites, quoi. Ça changera rien, parce qu'en fait, on est incapable de se gouverner déjà dans une ville, essayer de diriger une ville, juste une ville, avec les 30, 50 000, 100 000 personnes qui y vivent, en se disant on va faire une politique commune pour une autre ville. C'est compliqué si si tout le monde ne se connaît pas. Puis qui va désigner ceux qui vont diriger? C'est difficile. Mais alors un pays comme la France, avec presque 70 millions d'habitants, avec chacun son point de vue, ses envies, ses désirs, avec tout le communautarisme qui existe, avec toutes les différences sociales qui puissent exister, et tout le monde avec les intérêts divergents, c'est impossible. Et même si comme tu dis, on éradique l'exécutif et on arrive, une fois qu'on a les clés du pays dans les mains, qu'est-ce qu'on fait? Ça va tirer dans tous les sens, comme tu viens de le dire, et c'est reparti pour un tour ou des conflits, des querelles, jusqu'au moment où ceux qui attendaient ça en retrait, ils vont se glisser, ils vont prendre les clés de la maison, et puis voilà, ils vont la resquatter dans leur intérêt. Bien sûr. Et etc. Bien sûr. Malheureusement. Bien sûr. Et puis, là, pour élargir un peu le propos, déjà de se gouverner soi-même, c'est déjà un sacré défi. Alors avant de vouloir gouverner des pays ouais. de millions d'habitants, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien la pensée traditionnelle où c'est une autorité spirituelle qui dicte la voie à suivre de toute une nation. Et moi je me rappelle quand j'avais 15 ans, je me disais, c'était peut-être naïf comme un adolescent de 15 ans, mais je me demandais pourquoi par exemple on mettait pas l'abbé Pierre président. Tu vois, une figure, un gars avec une barbe, qui est pas trop méchant, qui est pas trop con, et déjà ça irait mieux que les crapules en costard qu'on a, quoi. Parce que toi tu pars du principe, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, de se dire on veut voir à la tête de la nation, à diriger la société, quelqu'un qui a des valeurs. Ouais. Juste des valeurs humaines. Et de la bouteille, entre guillemets. Voilà. Un sage, quoi. Un certain âge, voilà. Un papa, un grand-père, quoi. Quelqu'un qui connaît la vie, qui sait de quoi il en retourne, et surtout qui a des valeurs. Mais c'est pas ce qu'on nous demande, c'est pas ce qu'on veut maintenant. Maintenant, je crois que c'est Salem Laïbi dans une de ses différentes vidéos qui le disait récemment, dans ses lives, la quotidien qu'il fait, où il disait l'État nous infantilise, ils nous prennent pour des enfants et ils nous disent quoi faire, quoi pas faire, quoi manger, quoi nous mettre dans les veines pour nous soigner, et ils disent ce qui est juste ou pas. Et voilà, eux, ceux qui gèrent la nation, ceux qui ont les pouvoirs, la mainmise, et qui serrent tout le monde dans leur sens, qui nous emmènent là où ils veulent, eux nous emmener, c'est eux nos parents. Ils nous ont infantilisés jusqu'au bout, et ils décident de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, quitte à inventer une nouvelle justice. Ouais. C'est-à-dire que quand tu peux être quelqu'un tu dis moi j'aime la vérité, ils vont te dire non, c'est pas bien la vérité. Nous on va te dire que la vérité c'est un petit peu un mensonge quand même, voire totalement mensonger, et ça c'est la vérité, et il faut que tu l'acceptes. Je te donne un exemple un peu exagéré, mais en gros, quelque part, on est dirigé par ce genre de psychopathe, enfin. Non, mais c'est exactement ça, et ça rejoint justement ce que je disais tout à l'heure sur la peur, c'est-à-dire que un professeur de primaire, il va adapter son discours à des enfants de primaire, mais il y aura, tu sais, c'est la carotte ou le bâton, quoi. Il y a la récompense si l'élève est sage, et s'il est pas sage, il y a la punition, et on fait exactement les mêmes techniques sur les populations, quoi. Et moi je le vois, le pire exemple par rapport à l'infantilisation, c'est les voix off à la télévision, les journaux télévisés, tu sais, les présentateurs s'adressent vraiment comme à des enfants de maternelle, quoi, en utilisant un ton le plus infantilisant possible, quoi. Et ça, alors ça c'est génial, parce que moi je me marre dans le faux sens du terme en écoutant ça, justement, parce qu'en fait ils disent ce qu'ils veulent et ils te disent ce que tu dois comprendre. La voix off, elle te dit voilà ce que tu dois penser, mais c'est amené de manière subtile. Mais voilà, ils te disent, en fait, ils t'orientent à la fin du reportage. Si tu dois retenir quelque chose,
L'info, c'est celle qui a été prononcée en voix off. C'est le message, l'essence du message. Peu importe ce qu'on t'a montré comme image, peu importe, c'est pas grave. Et ça, c'est exactement ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand je rebondis sur ce que tu dis, parce que ça me fait penser à ça aussi, c'est ils nous montrent des fois, pour valider un reportage en disant voilà, c'est la crise ici, machin, il y a eu tel ou tel cas, pour définir ça, ils présentent une personne qui témoigne de manière anonyme, dans son magasin, peu importe. On voit ni sa tête, ni qui il est, ils déforment sa voix, et ils nous mettent un pseudo qu'ils veulent, hein, François de Saint-Jean-les-Deux-Boules, tu vois, dans le Bas-Rhin. Ouais, ouais. Et le mec, il te dit, oui, j'ai vu ça, j'ai eu ça. Le mec, tu sais même pas qui c'est. Et moi, personnellement, je suis persuadé que c'est des comédiens qu'ils embauchent pour valider leurs mensonges. Parce que tu sais pas, on peut pas l'identifier, on peut pas le remonter, et il y aura personne qui va contredire ce que le monsieur, soi-disant, ou la dame qui sera en train de témoigner, dira. Personne pourra lui dire non, c'est pas vrai, madame. Et ça, c'est génial. Ouais, ouais. Et ce que tu dis, tu sais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les militaires, avec les scénaristes de science-fiction. On peut penser que d'ici pas longtemps, vu que maintenant ils ont les scénaristes, bah bientôt ils vont recruter carrément des acteurs, quoi. Et ça arrive déjà. Hein. Tu sais, des faux décors de guerre, ou alors tu sais des images de 10 ans en arrière qu'on remet. J'avais vu, c'était pendant la guerre en Libye. Il y avait plein d'images qui dataient de 5 ans auparavant dans un autre endroit de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, avec l'image, on peut faire vraiment ce que l'on veut, quoi. On peut tout faire. Tout. Mais regarde, Pierre, juste pour rebondir sur le 11 septembre, je reviens en arrière par rapport à ce que tu disais, mais le 11 septembre, alors moi, j'y crois pas à cette théorie, mais elle peut faire sens si on s'arrête sur les capacités techniques dont disposent ceux qui nous dirigent, je mets des guillemets, les criminels qui nous dirigent. Eux, tu connais cette théorie des hologrammes sur les tours du 11 septembre. Oui. Tu vois. Alors moi, je te dis, je la valide pas, mais elle est plausible dans le sens où ils ont diffusé des images des avions qui ont percuté les tours. Genre, je crois qu'ils avaient 10 minutes ou 20 minutes entre le moment où c'est arrivé et où ça a été diffusé. C'était pas en live, parce que personne ne savait, entre guillemets, hein, que les avions allaient frapper les deux tours. On l'a su. Ça a d'abord frappé les tours, et ensuite, 10 ou 15 minutes après, les rédactions ont reçu les images et elles les ont diffusées. Et la deuxième tour, là, on était, selon la version officielle, en direct sur la deuxième tour. Sauf que si on sait que c'était préparé, si on sait que tout était préparé à l'avance, on savait qu'il allait y avoir des chocs, qu'est-ce qui interdit de penser qu'en post-production, donc s'ils le savaient 2-3 semaines à l'avance, de préparer des images qu'on allait diffuser donc en faux direct, mais avec un décalage, de faire un travail numérique pour faire apparaître un avion. Qu'est-ce qui nous empêche ? Moi, j'y crois pas à ça, mais c'est plausible. C'est plausible, et j'allais dire, là où c'est encore le plus plausible, c'est au niveau de l'attaque sur le Pentagone, là. Là, c'est vraiment bizarre, parce que toutes les caméras de surveillance, elles ont déconné à ce moment-là, comme par hasard, les systèmes de défense, et la seule image qu'on voit, ça ressemble pas trop à un avion, puis l'avion qui roule, enfin qui est au niveau du boulevard en face, enfin c'est trop gros, quoi. Enfin bon. Et ça passe, c'est la version officielle. On te dit c'est ça. Et t'es obligé de si tu dis non, tout le monde devrait dire non, c'est pas vrai. On la connaît pas la vérité. Mais ce que tu me dis, c'est faux. Les gens vont dire t'es conspirationniste. Ouais. Parce que tu acceptes pas une hérésie. Voilà. Et ça me fait rebondir sur un truc, ce que tu dis, c'est que en plus de ça, on dirait qu'ils rajoutent des choses pour montrer que c'est faux. Et c'est ce que tu me disais, enfin c'est connu, c'est les histoires des passeports ou des cartes d'identité qui sont retrouvées ou qui sont encore dans les décombres. Le truc, c'est les plus gros bâtiments du monde, ça s'écroule, mais on retrouve la carte d'identité du pilote d'avion qui l'avait sur lui. Enfin c'est n'importe quoi, ça. Mais c'est justement, je disais juste que oui, ce que tu dis, c'est exactement ça. Ils nous sortent des choses tellement énormes. Là, le passeport, c'est sûr que c'est tellement énorme qu'on se dit, mais comment c'est possible ? Tout est parti en fumée, les bétons, la structure métallique, c'est de la poussière. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de morceaux. Et il y a un passeport qui est à moitié un petit peu brûlé, mais suffisamment pas trop pour qu'on puisse lire le nom du propriétaire de ce passeport qui était censé et donc être dans l'avion. Le passeport aurait sauté de l'avion qui était en train de s'encastrer et qui probablement devait brûler dans la tour, et il est tombé au pied, il n'a rien eu.
Ça, déjà, c'est aussi débile que de croire, alors je vais encore me mettre des gens d'autres, de croire à la théorie de l'évolution. Mais ça marche. On a rendu les gens tellement débiles en leur faisant croire des choses tellement absurdes qu'on peut faire croire tout. La théorie de l'évolution, c'est elle qui a fait le passage pour faire accepter à tout le monde les plus grosses conneries, excuse-moi du terme, possibles et imaginables dans tous les domaines. Et ça marche. Souvent, les mêmes qui croient à la théorie de l'évolution croient, même s'ils ont un peu des fois ils ont un peu mal. Ils disent non, non, ça fait mal. Cette vérité, elle est douloureuse. Ils sont quand même souvent à valider un peu. On les retrouve souvent, du moins les darwiniens. Oui, oui, non, non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, il y a cette histoire de passeport retrouvé dans les décombres, ça me fait penser à deux choses. C'est que, tu sais, c'est le meilleur moyen pour instaurer ce qu'on appelle la servitude volontaire. C'est-à-dire, en gros, on me dit 1 plus 1 égale 3. Et y a plein de gens qui savent que c'est faux, mais ils vont quand même dire en public 1 plus 1 égale 3 parce que ils auront peur d'être jugés comme complotistes, Voilà. d'être exclus, ostracisés du groupe. Moi, je vois ça comme ça. Et ça a permis aussi de faire fleurir des théories du complot qui sont là pour noyer le poisson. Parce que moi, j'ai l'impression que, tu sais, il y a eu des films sur le 11 septembre, et si tu regardes, c'est souvent des films qui ont été financés comme des films d'Hollywood, quoi, tu vois. Donc, du coup, moi ça m'a toujours un peu perturbé ce côté de on vous montre clairement qu'il y a du fake derrière, mais si tu le dis, t'es ostracisé, quoi. Parce que ça rejoint exactement la technique usitée de se dire, ceux qui créent le mensonge, ils créent aussi les fausses pistes. Ils créent tout de A à Z. Ils vont créer une histoire qui a un but particulier et avec un événement choquant. Mais il faut pas qu'on le découvre. Mais en parallèle, comme les gens vont se poser des questions, quel est l'intérêt, etc., on va rajouter à côté tout de suite en simultané des fausses pistes qu'on va mettre sur le devant de la scène pour que ensuite il y en aura plein de fausses pistes, hein. Pas qu'une seule, mais des pistes, des fausses pistes qui indiquent une partie de la vérité. Et après, on va diffuser ça à tout azimut avec des employés, c'est-à-dire des gens qui vont servir de porte-voix. En France, moi personnellement, je vais souligner mon propos, l'étayer un peu plus, c'est que en France, moi, un des agents comme ça, c'est comment il s'appelle, Messan, Thierry Messan. Ouais, ouais. Il a sorti son bouquin. Alors, il y a plein de trucs qui sont vrais dans son bouquin. Je l'ai lu à l'époque, je l'ai zappé, je me rappelle plus des détails. Mais il a sorti son bouquin super rapidement, super rapidement. Je sais plus combien de temps après les attentats. Et ce mec-là, pour moi, bon, je le suis pas. C'est un franc-maçon, même s'il dit qu'il l'est plus ou quoi. Je n'ai aucune confiance dans un franc-maçon déjà. Et en plus, il est tellement pro-syrien, il est trop dans le délire là-bas. Moi, j'ai rien contre la Syrie. J'ai un problème contre le parti basse et tout ce qui est les agents. Occidentaux qui sont les dirigeants du parti Baas, c'est-à-dire actuellement c'est la famille Al-Assad, que ce soit son père, son grand-père ou lui-même aujourd'hui. J'ai oublié son prénom là, Hafez, non pas Hafez, comment il s'appelle, Bachar Al-Assad, Ouais. c'est ça. C'est lui, je les confonds avec son père. Voilà, qui font partie d'une secte, je crois que c'est un dérivé du chiisme, les alaouites. Puis donc voilà, donc ces gens-là, j'ai aucune confiance. Mais quand on va croquer à la mamelle de ces agents et qu'on se dit subversif, mais qu'on sort une vérité qui est rapide et qu'on est franc-maçon, j'y crois pas. Pour moi, c'est un contre-feu. Alors, il y a du vrai dans ce qu'il dit, hein, mais sans attention, je dis pas que c'est faux. Il y a beaucoup de choses vraies, mais il est là pour ça, pour lancer une piste. Et après, il y en a d'autres qui sont engouffrés. Puis il y en a d'autres qui sont partis dans des délires, comme l'autre là, comment il s'appelle, le Penny Warrock, l'américain là. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il est complètement fêlé. Ouais, je vois comment Son, il s'appelle. son journal, il s'appelle Infowar, son journal, sa chaîne Infowar. Ouais, ouais, ouais. Tu vois qui c'est, tout le monde le connaît, j'ai oublié. Il a une grosse voix. Ouais, ouais, Il parle comme pareil, ça. j'ai Tu vois. le mot sur Tu vois très bien. le bout de la langue, mais j'arrive pas. Mais je Voilà. vois tout à fait qui tu veux dire. Et d'ailleurs, Tu vois. c'est assez connu qu'il y a les services derrière ce gars-là, quoi. Ah oui, 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 oui. Mais genre, même si on le sait pas. Tu sais, moi j'aime bien prendre mon Alex et Jones. l'utiliser. Alex Jones. Alex Jones, exactement, tu vois. Il a un nom tellement bateau, tellement courant, ça pourrait être un personnage de fiction, les aventures d'Alex Jones. C'est un espion, tu vois, il a un nom bateau, tu vois. Même ça, tu vois, c'est même son nom, je pense, ou c'est même peut-être même pas son nom, hein, peut-être que c'est un pseudo. Et c'est voilà, c'est marketé, quoi. Mais en plus, il est pas crédible. Le mec, il est parti dans un délire depuis quelques années. Mais déjà, tu sais comment on l'a intronisé, ce Alex Jones. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai réfléchi 2 fois.
quand il est allé à la réunion de Skull and Bones, je crois, en 2002, et il les aurait filmés à leur insu dans une forêt en Californie, je crois. Et il y avait une cérémonie avec le. Oui. Tu vois, Je là, l'ai vu, c'était quoi comme cérémonie? Ouais, ouais. Je crois qu'on l'a tous vu. Et c'est ça qui lui a donné sa carte de visite en tant qu'opposant au système, qui dénonçait ce monde, machin. Moi, j'ai réfléchi. Après, j'ai écouté ses propos sur. Il a interviewé les Rockefeller, je crois, un des Rockefeller, pas Rockefeller. Comment il s'appelle le mec qui est mort là, qui était réalisateur? Ouais, Aaron Rousseau. Putain, Aaron Rousseau, voilà, c'est ça. Tu vois, donc tu vois très bien de quoi je parle. Ce gars-là, donc Alex Jones l'a interviewé, et là donc Rousseau, il explique que les Rockefeller, ils avaient un plan, machin, le 11 septembre, etc. Bon, plein d'infos très pertinentes. Allons savoir si c'est vrai ou si c'est faux, on n'en sait rien. C'est des paroles d'un gars tout seul, comme ça, dans son coin, qui est mort quelques mois après, je crois, ou un an ou deux après, d'un cancer, je sais pas quoi. Bon, le gars, il était à Hollywood et tout, donc déjà, il mangeait chez Satan. Hein. Hollywood, c'est Satan quand tu produis des films et tout là-bas, quand t'es connu et que tu connais un Rockefeller soi-disant et qui va t'annoncer le 11 septembre, t'es pas n'importe qui. C'est clair. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et ce Alex Jones, il interview après cette pseudo-initiation à nous annoncer la vérité en allant filmer cette cérémonie dans les bois avec une espèce de divinité hibou, là, j'oublie les noms, tu vois. Et donc, il interviewe ce gars qui nous fait ses grosses révélations sur le 11 septembre, machin. Waouh! Donc on l'a validé comme étant réaliste, vraiment quelqu'un d'opposant. Et à l'après, il nous a sorti toutes ces conneries et jusqu'à aller. Moi, c'est ça qui m'a vraiment clairement ouvert les yeux sur cet escroc. C'est il était pro-sioniste, il était pour l'existence de l'État d'Israël et il était vraiment dedans à fond. Donc tu te dis mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le délire de définir la vérité, la justice, en allant soutenir la pire des crapules? Alors, chacun voit Israël comme il veut. Moi, j'ai pas de problème contre un État juif. J'ai un problème contre les criminels qui tuent des gens sous prétexte que leur Dieu leur a donné dans un livre révélé la vérité et leur a dit que c'était votre terre. Oh ouais, non, moi tu vois, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, tout ce que tu dis là, moi ça va nous faire rebondir sur un autre sujet, mais qui est tout à fait connexe. C'est les histoires de reptiliens. C'est-à-dire, c'est des gars dans leur bouquin. Tu sais, je pense à David Icke ou ouais. Zacharia Sitchin. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est pas des Suédois. Hein, enfin bon. Non. David Icke, je crois pas. Le Sitchin là, oui. Ouais. Il est pas de Scandinavie, c'est sûr. Et du coup, moi, j'ai pas lu leur bouquin, mais je connais des gens qui étaient à fond là-dedans à une certaine période, d'ailleurs, qui en sont revenus. Mais en gros, il y a 80% de vérité. Hein. Ils vont te parler de la réserve fédérale, ils vont te parler de plein de trucs réels. Tout ça pour finir par te dire que la reine d'Angleterre, c'est une reptilienne et que il y a deux races d'êtres humains, tu sais, avec les Anunnaki. Et donc c'est ce qu'on appelle noyer le poisson. Tu sais, c'est un peu se cacher dans la lumière. Ça, c'est un truc maçonnique, tu vois. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est le fait de mélanger le vrai et le faux. Et moi, je pense que c'est bien plus dangereux qu'un gros mensonge qui est l'inverse de la vérité. Alors que le vrai et le faux, comment démêler ça, c'est très très compliqué, quoi. C'est le meilleur des mensonges, c'est de mêler le vrai et le faux, ce qui semble plausible et ce qui ne n'est pas. À toi de deviner. Et quand on multiplie ça, c'est impossible de s'en dépêtrer. On se noie dans le mensonge. Mais c'est ça la stratégie, exactement. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, là, on peut enchaîner sur le sujet des ovnis, qui est, comme ce qu'on disait par rapport à la guerre psychologique, est né tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, ce concept d'OVNI, c'est mon avis, c'est que ça a été créé justement dans la volonté d'un nouvel ordre mondial, d'une gouvernance mondiale, de créer un danger ou des sauveurs à l'extérieur de la planète pour unifier la planète par rapport à ça, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis. Toi, je sais que tu vas même encore plus loin, parce que tu avais écrit un article en disant... J'en avais écrit plusieurs, ouais, mais après, je vais survoler, mais je vais rejoindre ce que tu dis. En fait, c'est beaucoup de choses, mais l'une des idées, c'est vrai que ça a un des prétextes, c'est d'unir tout le monde après une menace, envers une menace commune. Si on a un même ennemi, forcément, on va se retourner, surtout s'il vient d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est pas un humain.
C'est pas une nation étrangère, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Là, oui, c'est pratique. Et on va se soumettre à celui qui aura le courage d'aller lutter contre cette menace venue d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas de quoi elle est capable. Elle a peut-être des armes, c'est ce qu'on nous dit, elle a des armes de destruction qu'on ne connaît pas, des capacités, la télépathie, elle peut soigner des maladies dont on n'arrive pas à s'en défaire sur Terre, mais eux, ils peuvent les soigner, etc. Il y a toute une mythologie sur leurs capacités, d'où ils viennent, ils sont tellement intelligents, et ils nous font peur. Et moi, ça, c'est sûr que c'est un prétexte pour unifier les gens. Mais en plus, c'est non seulement ça. Puis moi, après, je pars sur le principe qu'ils ont caché comment ils ont habillé. Et je reprends juste les travaux de John Keel, en fait. John Keel, je sais pas si tu vois qui c'est. J'en ai parlé dans un article ou deux, je sais pas. J'avais lu des articles, mais je connaissais pas cette personne, quoi. C'est dommage parce que moi non plus, avant de faire, moi j'ai fait des recherches sur les djinns et j'ai fini par arriver sur lui. Mais j'avais déjà trouvé des livres à lui sans le savoir. En fait, j'avais trouvé son livre qui a été adapté au cinéma. Il était en anglais, hein, je l'ai pas trouvé en français à l'époque, c'était il y a quelques années, maintenant il est en français. C'est en faisant mes recherches par rapport au Coran et au djinn que je suis arrivé sur les travaux de John Keel qui sont juste exceptionnels. Et lui, à la différence des religieux, il n'est pas parti du point religieux. Il a fait des enquêtes sur le terrain, sauf que ce mec-là, il a tellement, avant tout le monde, de prouver, démystifier l'escroquerie des extraterrestres. Il y a tous les petits gris, les Men in Black, tu sais, les agents comme le film d'Hollywood. Ils nous l'ont bien tourné, les trucs d'Hollywood, c'est des malins. C'est pas tout à fait les Men in Black dans le film, ça n'a rien à voir en réalité. Et tout un tas de choses, et toutes les mythologies antiques avec tout ce qu'on peut imaginer comme entité qui existait sur cette planète. Alors il va loin, il balaye tout, hein, lui, toutes les civilisations, etc. Pas toutes, mais beaucoup. Et il a expliqué que c'était rien d'autre que des habitants sur cette planète qu'il appelle les intraterriens, qui étaient là avant nous et qui ne supportent pas la cohabitation avec nous, les humains, et ils font tout pour nous nuire, voilà, pour synthétiser. Et lui, c'est son point de vue, il est complètement en dehors de la religion. Alors, je ne sais pas s'il était religieux. En tout cas, ses travaux ne font pas référence à un côté religieux quel qu'il soit. Même s'il fait il fait des liens avec les autres religions, et il parle aussi de l'islam, qui parle des djinns, et il parle du christianisme avec les démons, etc. Mais il apporte son point de vue qui est, moi je trouve, exceptionnel. Mais parce qu'il a des choses très, très intéressantes et uniques à dénoncer, on n'en entend pas parler ni en France, surtout pas en France, et encore moins dans le reste du monde, même si lui il est anglo-saxon, donc il avait un plus grand public, tu vois, pour faire diffuser, mais bon. Mais moi personnellement, ça c'est très intéressant parce que moi j'ai toujours vu ça, les extraterrestres comme plus ou moins du spiritisme à grande échelle. Avec les militaires derrière, c'est-à-dire que comme ça rejoint ce qu'on disait au début, là c'est directement la psyché humaine qui est attaquée, et quoi de mieux d'attaquer la psyché que par l'appel d'entités on va dire supraterrestres à grande échelle. Et donc sans aller jusque là, moi j'avais vu à l'époque, c'était une émission sur Radio Ici et Maintenant, il y avait des émissions sur les ovnis et ils invitaient on va dire des pros et des anti-ovnis. Et j'avais vu une émission qui était très intéressante qui parlait justement de la programmation de l'imaginaire collectif, où ils prenaient tous les cas d'apparition d'ovnis depuis 1945, et en fait ils se rendaient compte qu'à chaque nouveau cas et ce cas-là était déjà dans les comics ou dans les dessins animés 5 ans auparavant. Comme si on avait forgé l'imaginaire des personnes avant qu'elles le voient réellement sur Terre. Et moi, ce qui m'a toujours fait de toute façon rigoler avec les ovnis, c'est qu'apparemment ils viennent de planètes situées à milliards d'années-lumière, mais leur technologie, depuis 45, elle évolue plus ou moins au même rythme que la technologie humaine, quoi. Les premiers extraterrestres, c'était des hommes blonds avec des scaphandres. Après, ça a été des espèces de reptiliens, et maintenant, c'est des boules lumineuses. Enfin, tu vois, on dirait que leur technologie, en 50 ans, elle a évolué, alors qu'a priori, s'ils viennent du fin fond des étoiles, ça change rien en 1945 ou les années 2000, en fait. Oui, on voit bien que c'est une œuvre humaine, hein. Ils ont pas les capacités, enfin, je dis ça, je m'avance un peu, ils ont pas les capacités d'anticiper quelque chose qui les dépasse au niveau technologique, puisque c'est des humains. Donc ils vont évoluer, leur création va évoluer au même rythme que les créateurs. C'est tout. Ils sont vraiment dans l'usurpation. Ils ont déguisé quelque chose avec un costume qui lui est trop grand, qui lui va trop grand. Maintenant, on le sait que c'est faux. Enfin, on le sait.
Certains le savent. Certains. C'est vrai. Mais Et pour aller dans ton sens ouais. sur les djinns ou les démons, moi je vais parler, ça rejoint le phénomène ovni des crop circles, donc des cercles symboliques tracés dans les champs. Et ça, moi, ça m'avait toujours mis la puce à l'oreille, car les sorcières au Moyen Âge, c'est le principe du cercle magique tracé au sol, quoi. Moi, dans le livre de Griot de Givry, quoi, c'est un livre sur les alchimistes et les sorciers. Il y a des gravures du Moyen Âge où on voit des sorcières tracer au sol sur la terre avec une baguette des symboles pour créer des tempêtes, faire donner des maladies au bétail, créer des raz-de-marée. Et j'ai toujours eu l'impression que ces crop circles, c'était comme je le disais tout à l'heure, de la sorcellerie à grande échelle, où on crée des cercles magiques. On appelle ça même dans les campagnes des cercles de sorcières, qu'on voit dans les champs, tu vois. C'est-à-dire il y a des endroits qui sont de forme circulaire dans les champs et où l'herbe n'est pas pareille que le reste du champ, et les paysans appellent ça des cercles de sorcières, quoi, pour créer des ouvertures et on va dire amener des entités supraterrestres, donc des djinns, si tu veux, opérer, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Et les gens, ils n'ont pas idée à quel point, dans les stratégies militaires, mais dans d'autres domaines, toute cette symbolique-là, elle fait référence à ça, à l'interaction, à la sollicitation d'entités démoniaques. Alors, je vais juste refaire une précision pour ceux qui peut-être ne connaissent pas le sujet suffisamment précisément quand on parle de djinns. Les djinns, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle les démons, mais dans le Coran les appelle les djinns, c'est les démons. Et les démons, ils font partie d'une espèce qui est donc ce qu'on appelle les djinns. Alors, il y a les démons qui sont purement mauvais, d'où le nom démon, puis il y a une frange des djinns qui ne sont pas forcément mauvais, et qui font partie de la même espèce. Ils ont les mêmes capacités, mais il y en a qui ont la capacité d'être bons, gentils, neutres, ce qu'on veut, qui font partie de cette espèce, les djinns, mais ceux qui sont mauvais foncièrement et de la descendance de Satan, on appelle ça les démons, les diables. Mais c'est la même espèce, djinnesque. Je résume juste pour ceux qui ne connaissent pas au cas où, parce que nous on parle de djinns, de démons, puis s'il y en a qui comprennent pas la différence, ils vont se demander de quoi on parle. Non, Voilà. c'est vrai. D'ailleurs, moi, je préfère employer des termes généraux comme entité supra-humaine, tu sais, parce que même dans toutes Ouais. les traditions, t'as une démonologie et une angélologie, Mhm. et tu retrouves différentes créatures avec différents pouvoirs, entre guillemets, que ça soit dans le bien ou dans le mal, quoi. Oui, tout à fait. Mais alors, moi, alors je suis à 1000% d'accord avec ce que tu dis, mais je fais toujours la différenciation parce que, quand je parle de djinn, hein, parce que dès qu'on parle d'entité, ça peut partir loin et souvent on pense pas aux démons. On pense à tout, on pense aux esprits des morts, parce que souvent il y a des gens qui pensent encore, enfin, il y en a plein qui pensent que les morts, leur âme, elle erre souvent ou parmi nous, mais sauf qu'elles sont les âmes errantes, quoi. Elles sont là, et puis ça peut être des esprits, des entités qui peuvent intervenir. Et il y a des gens qui assimilent à ça. Moi, j'évacue tout ça, mais je parle toujours de mon point de vue religieux. C'est pour ça que moi, je précise, voilà. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. T'as raison, hein. C'est des entités différentes, spirituelles. Mais voilà, c'était juste la nuance que je voulais apporter pour. Non, mais tout à fait. Et d'ailleurs, on va retrouver on parlait là justement de l'aspect négatif des extraterrestres, on va dire, de toutes ces théories qui ont fleuri sur l'ufologie. Donc, donc ça c'est le bourreau, mais t'as aussi le sauveur. T'as aussi la théorie inverse, que les petits hommes verts sont là pour nous prévenir, tu sais, des dangers du nucléaire, ou sont là pour montrer que l'humanité elle est à la fin d'un cycle, et tu sais, ça rejoint les théories du New Age, tu sais que... Et là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça me rappelle surtout deux films qui n'ont rien à voir, pour souligner ce que tu dis. Je sais pas si ça va te parler, mais ça me rappelle deux films. Ça me rappelle, alors le premier, il va peut-être te surprendre, ça me rappelle La Soupe aux choux. Ouais. Je sais pas si, il est passé il y a pas longtemps d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as vu. Ah ouais, moi je l'ai vu plein de fois quand j'étais gamin. Tu l'as vu.
t'es comme moi, on a à peu près le même âge plus ou moins, donc on a à peu près la même référence, mais la soupe aux choux, c'est exactement ça. Après, je vais parler du deuxième qui m'inspire. Pourquoi la soupe aux choux, je dis ça? Parce que l'extraterrestre, bon, outre le fait de le contacter via une série de paix, suite à avoir bien picolé, bien mangé, ils ont lâché les caisses, l'extraterrestre les a captés. Il est venu, c'est un message pour lui, donc déjà c'est drôle, mais quand il arrive, à la fin, c'est quoi le délire? C'est qu'il les emmène sur sa planète, Louis de Funès et Jean Carmet, je crois que c'était, voilà. Il leur dit, bah, je vous ramène, vous tous, votre maison, votre chat, et vous allez vivre 120 ans de plus en bonne santé sur une autre planète où tout ira bien, où il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, enfin, tout est beau. C'est les sauveurs. Bon, là, c'est de la comédie française classique, hein, c'est gentil, mais le message, il est quand même là. Et le deuxième message, le deuxième film, c'est Avatar. Avatar. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Tu te rappelles? Alors techniquement, au niveau image, synthèse, c'est top. Alors le scénario, il est assez basique, mais le message, il est puissant dans le dogme, donc New Age et tout ce qui est extraterrestre sauveur, parce que là, on part ils partent aux confins de la galaxie, ils ont des nouveaux corps. Donc leurs avatars qui sont vraiment versés dans la nature, la protection de la nature, et les méchants terriens, quand ils vont là-bas, c'est pour détruire une forêt magnifique qu'ils ont, ils sont reliés aux arbres, etc. Enfin bref, il y a la mère nature, Gaïa, qui est là, enfin il y a toute cette symbolique. Ouais. Il dure 3 heures, je crois, hein, je sais plus exactement, il y a 2 versions, et c'est à 1000%, c'est ça. Les extraterrestres, ils pourraient nous sauver, nous on va gâcher, et on a besoin d'eux, ils pourraient être... notre salut, ils passent par eux. Mais encore faut-il le voir. Ouais, ok. Ben, non, mais ça, on retrouve ça vraiment dans... Je te dis, Déjà, ça me fait rigoler aussi, c'est que énormément d'apparitions d'OVNI, et notamment les toutes premières, arrivent autour de bases militaires. Donc, enfin, pour moi, c'est signé, quoi, tu vois. Et on dit que c'est justement par rapport au nucléaire, c'est pour nous montrer les dangers de l'arme atomique et voilà, quoi. Donc c'est du pur New Age. Et je vais faire une digression. Là, je vais plus parler des extraterrestres, mais tu parlais d'un film de Louis de Funès, et c'est pour donner un exemple concret de la programmation de l'imaginaire collectif. C'est dans Les Gendarmes à Saint-Tropez. Il y a alors je sais plus lequel c'est. Il y en a un où la fille donc de Louis de Funès est dans une espèce de communauté de hippies et est naturiste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me rappelle à peu près, ouais. Je me rappelle de ça. Et au début de l'épisode, les policiers, Louis de Funès, ils sont tout le temps en train de les chasser, de les arrêter sur la plage. Et au fur et à mesure de l'épisode, en fait, on se rend compte que Louis de Funès, il passe du papa méchant, du père fouettard, au gentil papa cool, et à la fin, il accepte que sa fille, elle fume des joints et elle soit naturiste avec ses potes hippies. Et ben ça, c'est de la programmation de l'imaginaire collectif. C'était pour faire rentrer les idées 68ardes, on va dire que c'est pas grave en fait, ta fille entre guillemets c'est une pute qui fait n'importe quoi, mais en fait tu dois évoluer en même temps que la société. Et donc Louis de Funès, qui au début était un père fouettard, à la fin devient le papa cool qui accepte que sa fille elle fasse n'importe quoi. Et ben c'est comme ça, petit à petit, par plein de films différents, qu'on fait changer le paradigme d'une société, en fait. C'est exactement ça. Et c'est un très bon résumé. Ouais. On peut pas. Mais c'est bien parce que c'est des œuvres classiques qu'on peut tous connaître en France, et il y a des gens qui le voient même pas, ça, parce que justement ils ont pas la perception assez fine, on va dire, des choses, des messages qu'ils emmagasinent à travers ce genre d'œuvres de fiction. Et pourtant, tout le monde connaît ça. Et cet exemple que tu donnes, je pense qu'il y en a, on peut en trouver à l'appel, dans juste le cinéma français. Ah bah, bien sûr, à l'appel, et c'est comme ça on crée des modes, et donc du coup, les gens ne veulent pas passer pour des vieux cons ou des réactionnaires, et donc on fait passer l'inadmissible, on rend admissible l'inadmissible, en fait, par justement plein de petites scènes, plein de petites choses comme ça qui se retrouvent dans l'imaginaire collectif. Parce que l'être humain
humain, il a une partie, on va dire, biologique, animale, mais c'est un être qui a besoin de mythologie, de légendes, de paradigmes pour comprendre son monde, quoi. Et si on a ce paradigme-là, bah, le reste suit, en fait. C'est exactement ça. Et il y a beaucoup de choses, de petites programmations qui nous mettent à l'esprit. À commencer, je vais reparler du darwinisme. C'est dès le départ, on nous met un gros mensonge. Alors c'est à l'école pour le coup, on nous met un gros mensonge, mais tellement gros qui sert vraiment à faire ensuite avec les arts, la lecture, tout ce qui est divertissement, à faire changer cette mentalité à notre insu. Mais le darwinisme, c'est la clé qui ouvre la porte on va paraphraser Gad Elmaleh, surtout à toutes les fenêtres, même si c'est pas sa vanne à lui. Mais ça, c'est le darwinisme, il sert à ça. Avaler un mensonge aussi gros, le microbe qui, par mutation successive hasardeuse sur des milliards d'années, ça a fait une espèce de truc qui est devenu un singe, un lapin, un renard, un écureuil, un poteau, un arbre, et à la fin ça fait un humain super bien ordonnancé dans sa construction cellulaire, dans son système immunitaire, dans ses capacités, c'est magnifique. Tout ça par le fruit du hasard, donc déjà c'est assez rocambolesque, mais une fois et il nous le force à l'avaler, et pas qu'en France, mais dès notre plus jeune âge, ils nous ouvrent les portes tout de suite, et ensuite ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, et donc tout ça permet à la fin d'avoir des gens adultes qui vont se soumettre à la pensée en se disant oui, on peut pas dire que l'homosexualité, on n'en veut pas, même si on accepte que les gens le soient. Mais moi, j'en veux pas. Mais mon principe me dit que c'est pas quelque chose que j'accepterais. On a le droit de penser ça, mais on ne peut pas. Non. On n'a pas le droit parce qu'on est classé mauvais et on a tellement dénaturé dès le début dans notre façon de penser les choses, de notre monde, de ce qui est la création en tant que telle et chaque chose à sa place au niveau naturel, qu'on va accepter des hérésies telles que, oui, l'homosexualité c'est normal. Moi, je dis juste, on a une constitution humaine qui permet certaines choses. La bouche, elle sert pas à déféquer, que je sache. Ah non, mais juste pour info. On est entièrement d'accord. D'accord. Donc, ce que tu dis, moi, ça m'a fait penser à une expression de René Guénon qui parle de la mentalité moderne comme une immense entreprise de suggestion. Tu vois, et donc quand il parle, c'est 100 ans après Darwin, et pour élargir le sujet, pour moi, le darwinisme ou les dinosaures, on va pouvoir en parler aussi après. Pour moi, c'est le nouveau paradigme bourgeois qui est né à la fin du XVIIIe siècle, tu sais, avec la Révolution française ou la création des États-Unis, où t'as la classe bourgeoise, la troisième caste, qui prend le pas sur les vieilles aristocraties et sur le clergé. Et justement, pour imposer cette domination et cette mentalité générale, faire changer la mentalité des populations, on a inventé toutes sortes de mensonges, on va dire, pour reprogrammer le paradigme collectif, quoi. Et le darwinisme, comme tu le dis, c'est la porte d'entrée à tout ça, quoi. C'est ce qui permet c'est la fin de la chute de l'homme du paradis, que l'homme avant c'était une entité spirituelle, il a chuté du paradis, il y a ça vraiment dans toutes les traditions, alors que là, on part du mollusque primordial pour aller au super singe, quoi. Ouais, c'est ça, c'est génial, mais c'est vrai que quand tu parlais des dinosaures, c'est ça, hein, c'était ce que tu avais abordé. Ouais. Parce qu'on s'est découvert un scepticisme commun envers les dinosaures, quoi. Moi que j'ai toujours eu, depuis que j'ai 15 ans, ça m'est pas tombé dessus comme ça du jour au lendemain. J'ai jamais trop cru à ça, quoi. C'est bien parce que moi contrairement à toi, j'y ai cru parce que ça me plaisait en fait, parce que j'ai toujours eu l'esprit un peu vagabond au niveau de tout ce qui était possible sur cette planète. Donc ça m'a plu. Jurassic Park, j'ai adoré. En 93 quand il est sorti, je crois, si je dis pas de bêtises, je suis allé le voir, j'ai adoré. Les Jurassic Park, c'était quelque chose de formidable pour moi. Et après, en cherchant un peu, tu te dis mais techniquement, si on est un peu scientifique, un petit peu, moi je le suis pas, hein, j'ai pas fait d'études spécialement là-dessus, mais physiologiquement, une grosse bestiole comme ça, avec un corps aussi gros, comment il bougeait? Comment, au niveau sanguin, au niveau articulation, au niveau tout. Putain, les quantités de nourriture qu'il avait. Et puis comment ça se fait ensuite, parce qu'on reprend ce qu'ils disent, ils sont passés où tous les squelettes de ces animaux qui peuplaient la Terre? Tous, il y en a plus du tout. Ouais, voilà. Moi c'est vraiment là-dessus. D'ailleurs, tu sais, pour moi, les histoires de millions d'années,
voire de milliards d'années quand il s'agit du cosmos, moi ça me fait le même effet que il était une fois, ou en ces temps-là, des contes de fées, tu sais. Ouais. C'est ça justement le nouveau paradigme bourgeois, c'est-à-dire qu'on va noyer le poisson en te donnant des dates, des datations incroyablement longues, quoi. Et si on réfléchit, tu sais, on parle par exemple de certains dinosaures qui ont 140 millions d'années, mais 140 millions, je crois, c'est 140 000 fois 1000 ans. T'imagines un peu, donc comme tu dis, la biosphère, tous les animaux entre moins 140 millions et notre époque, il y a eu des milliards et des milliards de bestioles qui sont mortes et qui se sont décomposées dans le sol, et nous, on va creuser 140 millions d'années plus tard et trouver directement des autres dinosaures, sachant que un fémur de vache ou un fémur de cheval, c'est à peu près pareil qu'un os de vélociraptor, quoi. Donc je vois pas pourquoi on devrait trouver toute une couche d'animaux morts avant de tomber sur les plus anciens, quoi. Bah, c'est exactement ça, et ça rejoint le passeport inifugé de Mohamed Atta, au pied des tours du 11 septembre. Si ça c'est possible, on peut retrouver tout de suite aussi des autres dinosaures qui ne se sont pas décomposés malgré X millions d'années. C'est la théorie de tout est possible. Le darwinisme a ouvert les portes au possible le plus absurde. Et là, on y est à 1000%. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tellement gros, justement, qu'on se dit, bah, c'est possible. Voilà, Ouais, c'est trop gros. et tu sais, par rapport au darwinisme, c'est pareil. On devrait retrouver énormément de fossiles et de squelettes d'animaux en transition. C'est-à-dire que Oui. s'il y a une évolution, je sais pas, je donne un exemple tout bête, mais si au début on était un singe, et ben à un moment donné, il y a eu une créature qui était 99% singe, 1% homme, et ainsi de suite. Et on devrait les retrouver encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on devrait voir des singes qui tendent à évoluer vers l'homme, alors qu'en fait, on voit bien que toutes les espèces sont des espèces finies. Même les fossiles qu'on voit, il peut y avoir des espèces qui ont disparu, ça c'est possible, mais c'est des animaux finis, c'est pas des animaux qui sont 10% un truc, 90% un autre truc, quoi, en fait. Tout est déjà fini, en fait. Ils peuvent pas, ils sont obligés de créer une mythologie, ça fait partie du mensonge global depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, depuis que l'homme est apparu, il fallait mentir. Satan devait mentir, il devait égarer les gens. Et son mensonge, c'était de couper la création avec le créateur. En invoquant le hasard, pour dire qu'il n'y a pas d'entité intelligente supérieure qui a créé tout ça, il fallait créer quelque chose qui sectionne ce lien. Et c'était ça, tout à fait. La mythologie. Et au niveau symbolique, donc je sais pas si c'est fait exprès, mais le diable, c'est le singe de Dieu, et on parlait des dinosaures, bah, tu sais, dans l'Apocalypse de Jean, il est parlé de l'antique serpent, tu vois, de la Genèse, quoi. Donc, oui. Donc, tu vois, on retrouve en plus des symboliques derrière, quoi. Parce que dinosaure, étymologiquement, ça veut Saurus, c'est le reptile, et Dainos, c'est terrible, horrible, quoi. Ça veut dire horrible, terrible reptile. Et le gars qui a inventé le mot et qui a soi-disant trouvé le premier dinosaure, c'était un gars qui s'appelait Owen. Je me rappelle plus de son prénom. Alors vous irez voir sa tête, il a une tête de sorcier, quoi. Sa tête déjà est reptilienne et diabolique à ce Owen. Et c'est des gens qui ont développé la science de la taxidermie avant de s'attaquer à la paléontologie. Donc déjà ça c'est assez bizarre. Et c'était des gars qui étaient je crois, à Oxford ou dans une université anglaise. Et ils ont trouvé comme par hasard le premier dinosaure à 5 km de leur labo, quoi. Donc ça tombe toujours bien, hein. Le hasard fait toujours bien les choses jusqu'au bout. Voilà. C'est ça qui est génial. Non, mais il y aurait vraiment pas mal de choses à dire sur les dinosaures. Mais alors c'est vrai, moi c'est des sujets que j'aborde pas très souvent. Enfin, je me fais mon idée, mais ça, ça me fait plaisir d'ailleurs d'en parler avec toi parce que j'ai pas 36 connaissances avec qui je peux parler de ça, hein, sans passer pour un dingo. Ah bah. C'est la même chose pour moi. Clairement, j'en parle jamais ou très rarement. Mais après, voilà, c'est vrai que on a tellement accepté de mensonges tellement gros que remettre en cause les dinosaures, le darwinisme ou ne serait-ce que de manière plus contemporaine la bombe atomique, remettre en cause ça,
c'est voilà se mettre à la marge et les gens sont pas capables, ont pas envie, ça les intéresse pas. C'est comme tu disais, se mettre à la marge et comme tous les gens 1 + 1 = 3, non ils savent que c'est faux mais ils vont dire oui bah non ça fait 3, ça fait 3. Voilà. Tu vois c'est Voilà. ça. Tu leur dis dinosaures 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, possible qu'ils y existaient mais on trouve plein de squelettes mais ils devraient être à 300 kilomètres sous terre. Tellement il y a eu des strates de vie au-dessus. Eh ben non, on les trouve à fleur de terre. Et pour revenir juste à un truc intéressant, c'est que pourquoi aussi on doute aussi de ces dinosaures? C'est parce que justement, on n'a jamais trouvé de constitution complète de squelette. On a que des fragments d'os qu'on suppose être, c'est ce que disent les scientifiques, des os de fémur, de je sais pas de cou, de vertèbres. Et après ils ont 3 os qui bricolent et puis après ils décrètent que ça sera que l'animal sera de telle ou telle forme. C'est eux qui pensent, ils se projettent, ils délirent. C'est des points de vue humains sur des restes de quelque chose qu'ils soupçonnent eux d'appartenir à un dinosaure. Mais en fait, c'est un empilement de suppositions. Tout à fait, parce que c'est très scientifique. pour moi, enfin, je pense, moi, c'est vraiment mon avis. Je pense que c'est vraiment de la falsification et que on peut pas être un homme lambda et trouver un dinosaure, quoi. En fait, il y a toujours des officines. C'est un peu comme pour les vaccins de l'OMS, quoi. Si tu peux pas être dans ton garage, ça c'est des légendes. Tu sais, à la Bill Gates, t'es dans ton garage, le petit génie qui va trouver un vaccin. Non, il faut déjà que tu sois sponsorisé par l'OMS et par des organisations mondialistes. Et ben on a ça en archéologie également, mais on pourrait de toute manière imaginer qu'il y a eu des espèces qui ont disparu, je sais pas, comme les mammouths, ça je veux bien croire qu'on a eu des espèces. Il y a peut-être eu quelques gros reptiles, on peut trouver ça, mais c'est ce que je te disais l'autre coup, si on regarde les dinosaures et leur classification dans les musées et tout, c'est des G.I. Joe, quoi. C'est une gamme Mattel, quoi. Ouais, ils ont trouvé un super filon. C'est de la mythologie. Moi, je reprends toujours ce mot. Toi, la mythologie, c'est ton domaine, tu connais, tu maîtrises le sujet. Mais clairement, c'est vraiment c'est de la quintessence de mythologie. Ouais. C'est de la mythologie bourgeoise. C'est pas une mythologie portée par un clergé. Non, voilà, c'est de la mythologie de bourgeois anglo-saxons du 19e, quoi. Voilà, et accessoirement franc-maçon pour probablement la majorité, voire l'intégralité de ces gens. Tous. Non, ça c'est clair. Et c'est étonnant que ce point de commun, cette convergence maçonnique soit toujours là, quelque part. C'est étonnant. Que ce soit dans le monde scientifique ou, je parle militaire, ceux qui font des recherches industrielles, militaires, pour de grandes découvertes, ils sont souvent ce point commun de la maçonnerie. Je dis ça comme ça, c'est très... C'est vrai, c'est étonnant et je crois que c'était, de toute façon, le Wikipédia de dinosaures, je te dis, moi j'avais regardé, vu que ça, j'ai toujours eu des doutes par rapport à ça, au début où j'ai eu Internet, j'avais tapé dinosaures dans Wikipédia, et en 15 ans, le Wikipédia a été complètement épuré. Moi, je me rappelle, j'avais tapé une barre de rire il y a 15 ans quand j'avais tapé dinosaure, quoi. Et ce Owen, et je suis sûr que c'est pareil pour Darwin. Alors, je sais pas si c'est écrit qu'ils sont francs-maçons. Soit c'est écrit qu'ils sont francs-maçons, soit c'est écrit que c'est des passionnés de sciences hermétiques et d'alchimie, quoi. Alors, et si tu connais un peu ces sciences-là, je peux te dire que tu peux pas être darwiniste et progressiste et t'intéresser à l'alchimie, quoi. Donc c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais, quoi. Non, mais c'est ça. Et par exemple, le père à Darwin, il s'appelait Robert Darwin, je crois. Erasmus, non, lui, c'est Erasmus, c'est ça. Son père qui était médecin à Schwerby, je sais plus comment ça s'appelait, j'arrive pas à dire le nom. Il était médecin et lui, il était versé dans l'occultisme, dans l'ésotérisme. Alors, il faut que je revienne. J'ai fait des travaux sur lui. Ils sont encore actuellement en cours sur sa filiation et ensuite ce qui ramène à son fils Charles. Je sais qu'il a écrit un livre plus ou moins de science-fiction qui s'appelle Zoonomia. Voilà. C'est ça, et t'as les prémices du darwinisme que son petit-fils va récupérer officiellement. C'est son grand-père. J'ai dit son père, c'est son grand-père. Ouais. C'est son grand-père. Et c'est juste magnifique. Et lui, il est devenu banquier. Il était donc médecin, il est devenu banquier parce il s'est formidablement enrichi il avait anticipé des catastrophes.
Il y avait beaucoup d'inondations à l'époque et il a ouvert un truc d'assurance en fait. Je résume, hein, j'ai dit ça de tête parce qu'il faut que je reprenne. Et il a réussi, après, c'était devenu le banquier, c'était des campagnes bourgeoises. J'arrive plus à dire le nom, ça s'appelle Schwerby Berry, je sais plus, ça s'écrit S-H-E-W. Et après, j'arrive plus à dire le nom, ça va être catastrophique si je le prononce, donc je vais éviter. Et il était donc devenu finalement, c'était un gros bourgeois de la région là-bas, un grand notable. Il était versé dans l'ésotérisme et l'occultisme et il était soi-disant chrétien. Il était donc, je crois qu'il était anglican, je ne sais plus quelle mouvance. Et il était devenu le financier, il a financé tous les gens et il les endettait avec des taux d'usurier à un haut niveau et il les soignait et il s'était entiché de toutes les bourgeoises de la région qui venaient le soigner mais avec des méthodes un peu paranormales. Et juste pour finir, le lien, après, lui, donc c'était le grand-père de Darwin, et il a bien fréquenté le général Wellington, celui qui combattra Napoléon Ah, d'accord, à Trafalgar. à Waterloo. À Waterloo. Et il était là quand il y avait aussi la famille Rothschild, alors je ne sais plus si c'est Nathan ou lequel. Tout ça, c'est lié. Ah ouais. Et ce que tu as dit, ça m'a tout de suite fait penser, tu sais, au délit d'initié, les gars qui revendent leurs actions le 10 septembre 2001, tu sais, la veille, voire même là, avant la pandémie, là du Covid-19, il y a beaucoup de banques internationales qui se sont retirées de plein de marchés qui ont vendu leurs actions, quoi, aussi, quoi. T'as toujours des mouvements financiers trop bizarres avant les grandes catastrophes, quoi. Les gars, ils ont du nez, quoi. C'est exactement ça. Et le pire, c'est que ça rebondit exactement c'est un truc qui s'est reproduit. Donc, à chaque fois qu'il y a une grande catastrophe ou un événement majeur qui allait se produire et qui allait avoir un retentissement mondial, le Darwin, dont je te parlais, donc le grand-père de Charles, il a fait le coup, c'est lui qui a été entre guillemets, l'un des instigateurs du coup de bourse via les pigeons. Tu connais la référence, les pigeons de Waterloo? Ouais. De l'envoyer je crois que c'est Victor Hugo qui en parle de ça, il y a un poème de Victor Hugo qui parle de ça, comment on appelle ça, des commis de Rothschild qui annoncent, la défaite de l'Angleterre alors qu'en fait ils ont gagné, quoi, un truc comme ça. Voilà. Ouais. Eh ben, c'est le premier délit d'initié avec des sources historiques de l'histoire. Il y en a eu sûrement d'autres, mais le grand-père de Charles Darwin, il était impliqué et c'est lui ils ont tout fait un système. Ils sont déguisés lui et d'autres agents avec lui qui sont allés à Londres pour faire en plusieurs jours ils ont fait des délits d'initié. Ils envoyaient ça par télégramme en disant ce qu'ils allaient faire et ils ont réussi à faire le premier coup de délit d'initié justement après la guerre, la bataille le combat de Waterloo. Ouais. Ben, toute cette équipe là de francs-maçons anglo-saxons du 19e ou de la fin 18e, moi à l'époque j'avais fait un peu mes recherches et tu retombais sur John Dee, par exemple, qui était un agent secret de la reine, alchimiste. Tu tombes sur Bacon, celui qui a fait la nouvelle Atlantide. Tu tombais sur Comenius, tu sais, Comenius, pareil, c'était un passionné de sciences occultes, et c'est le premier à avoir fait donc écoute bien, hein, ça rentre dans la programmation de l'imaginaire collectif, c'est le premier à avoir inventé les livres illustrés pour l'école, pour les écoliers, quoi, tu vois, à mettre des images sur les livres d'histoire et tout ça, quoi. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Renaudot en France, qui est le fondateur de la Gazette, qui est le premier quotidien populaire, en fait, tu vois. C'est lui qui a donné son nom au prix Renaudot, oui, c'est lui? Tout à fait. C'est lui, d'accord. Okay. Qui a aussi tous ils ont des têtes diaboliques. Renaudot, il a des maladies de peau, tu vois, avec des petits yeux. Et ce gars-là, il a inventé le premier quotidien. Donc imagine pour influencer les masses, tu vois. Avant, t'avais des chroniqueurs où c'était les clercs justement qui diffusaient le mythe commun ou l'histoire sacrée commune. Et ben t'as des gens comme Renaudot ou Comenius qui ont fait rentrer dans le grand public ce qu'on pourrait appeler le savoir profane, quoi. C'est étonnant, hein. Les convergences vers ces gens est impressionnante. Le hasard, je me répète, mais ça fait vraiment bien les choses. Comment on explique ça? Simplement, logiquement, est-ce que c'est compréhensible? Moi, là, on va rentrer dans des choses un peu glissantes, mais c'est le messianisme judaïque dévié, parce qu'on a aussi tout ce qui est Zabataï Zevi et tout ça à cette époque-là, et c'est lié pour moi à l'anglicanisme,
qui est la religion d'État anglaise. Et l'anglicanisme stipule officiellement, vous irez voir sur Wikipédia, que le peuple anglais, la couronne anglaise, c'est la 13e tribu perdue d'Israël. Et donc là, on retrouve la connexion entre l'Angleterre et le judaïsme dévié, le messianisme dévié. Et pour moi, à mon avis, le messianisme, donc le fait d'attendre un messie, c'est la base du progressisme, de croire au lendemain qui chante, et voilà, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le progressisme de bourgeois est né sur la base du messianisme. Ouais, ça se tient parce que ça, en fait, c'est le messianisme symbolique, si on Voilà, veut. et c'est Il se pour reporte. faire simple, c'est que toutes les traditions anciennes plaçaient le mieux avant, dans un âge d'or, dans un paradis, vers un apocalypse, tu vois, et via le messianisme et le progressisme, et ben en fait le moins bien c'est avant, tu sais, c'est les temps obscurs, c'est les genre le Moyen Âge, on appelle ça l'âge sombre, pour aller vers des temps de félicité et d'abondance et de créer un paradis terrestre dans le futur, quoi, qui n'est plus dans le passé, quoi. On change en fait le sens de l'histoire, quoi. Et ouais, on l'oriente vers ses desiderata, vers ses buts, vers ses projets. Et tu retrouves ça partout. le- Mais excuse-moi de te couper, tu retrouves ça partout, ouais, ouais. parce que tu vas retrouver ça même par exemple dans le marxisme, avec la fameuse dictature du prolétariat, tu vois, qui est une sorte de communisme primitif, mais projeté dans le futur, quoi. Mhm. Ouais, mais c'est ça qui fait que leur force, c'est qu'ils arrivent à faire passer sous différentes couvertures, sur différents aspects, avec des noms différents forcément, leur même projet. Et on a l'impression que c'est des gens différents qui n'ont aucun lien entre eux, et on a la convergence, on a juste le point commun. Ils sont affiliés à peu près au même, on va dire à la maçonnerie, mais c'est avec d'autres noms. Mais c'est ça, et c'est ce qui permet à cette masse de gens apparemment hétéroclites et sans aucun lien, d'avoir toujours, c'est toujours les précurseurs dans différents domaines idéologiques, Exactement. Et on n'a pas parlé culturels. aussi tu sais, de la théosophie de Blavatsky, qui est Oui, plus ou avec moins Blavatsky, oui. et le New Age, bah, comme son nom l'indique, le nouvel âge, et ben c'est un paradis dans le futur, encore une fois, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais qu'on y arrive de plus en plus. Ah bah. Alors, cette manière détournée, à nous le faire avaler. Ah bah. Vraiment. Là, je sais plus. C'était le gars là qui s'appelait Powell, j'ai oublié son prénom. Celui qui a écrit Le Matin des magiciens. Ah Je sais oui, pas si tu vois qui Louis c'est. Powell. Ouais, ouais. Powells, voilà Powells, qui est lui, pour moi c'est du New Age, et d'autres choses encore, mais son espèce de livre, je sais pas si tu as un peu lu son livre, il est Si, gros, si, hein, Le si, Matin si, des ouais, ouais. magiciens. Avec Jacques Bergier, d'ailleurs, qui est un Jacques personnage Berger, assez trouble, hein, d'ailleurs, aussi. ouais, je cherchais son nom justement, son co-auteur Jacques Berger, et ce personnage-là, il a une file. Bon, et après c'est lui qui a travaillé avec, je crois, je sais plus quel magazine, France Dimanche. C'est quel les magazine. fondateurs du magazine Planète, qui est Oui, le ça, c'est premier le dérivé. magazine grand public à s'être intéressé justement aux ovnis, Voilà, aux au phénomène anciennes civilisations, au paranormal, Voilà. et tout ça, quoi. Il a fait ça, alors, c'est le dérivé, au fait, il a pris tous les thèmes qu'il y avait dans Le Matin des magiciens, il a dérivé, il a détaillé tous les sujets, et il en a fait une série pendant 10 ans, je crois. Un truc comme Ouais, ça. ouais, ouais. Pendant presque J'en 10 sais ans. rien, mais ouais, je sais que c'était une revue Ça à a duré succès, longtemps. quoi. Ouais. Et ce mec-là, il était associé, il a ouvert, je sais plus quel magazine qu'on connaît maintenant. Il a ouvert la section, je sais pas si c'est France Dimanche, France Magazine ou je sais plus. Il a ouvert un truc, il était directeur de rédaction, quelque chose comme ça. Et il était affilié avec Alain de Benoît. C'était un très bon ami à lui, Alain de Benoît. Tu Ah vois qui ouais, c'est? je m'en méfie beaucoup aussi de. Bah voilà. Et tous, C'était leur point commun, en tout cas, c'est que c'est des marxistes, hein, déjà. ouais, aussi, entre autres, mais voilà, pas que. Mais marxisme, ça va. On est d'accord que ça se rejoint avec leur Tout idéologie. à fait. Et il y a toujours la maçonnerie à la base ou l'idéologie maçonnique, et ça ramène à l'ésotérisme, à l'occultisme, à la sorcellerie, à tout ce qu'on veut. Alors après, c'est bien habillé, c'est bien emballé, et ils ont inventé plein de sous-groupes qui fait qu'à la fin on a l'impression, c'est tellement enchevêtré, on se dit ouais mais ils sont indépendants les uns des autres, mais ils ont tous le lien, si on remonte à la racine, à l'origine, si on retrouve le même tronc commun. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Oui, Hein. mais Mais c'est tous ces... le tronc commun, c'est parce que c'est le même à la maçonnerie aussi, c'est ce judéo-protestantisme. Voilà. C'est exactement ça. Et
De toute façon, je crois que tu peux faire des milliers de recherches. Il y a plein de gens qui font ces recherches-là. Ils arrivent toujours à ça, à ce point de commun. Tout le Ouais, temps. ouais. Il y a une convergence assez incroyable pour le coup, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça converge tout le temps là-dessus. Et du coup, quand on commence à arriver là-dessus, il y a le problème de l'antisémitisme qui se pose. Parce qu'on désigne toujours les mêmes. Et malheureusement, le messianisme sioniste ou judaïque, peu importe, et il sous-entend, si on en parle et qu'on le critique, on est antisémite. C'est juste une espèce de protection qu'ils ont mise. Mais du coup, ça, on marche sur des œufs quand on traite Ouais, de ouais. ça. C'est comme Mais la bombe c'est pas un atomique, choix. quoi. C'est le rayon incapacitant, quoi. Oui, exactement. Et pour en rebondir là-dessus, la bombe atomique, elle a été mise en place par une majorité de scientifiques d'origine juive. Ouais, ouais. C'est ça qui est étonnant. Le projet Manhattan, la majorité, il était chapeauté par, entre autres, Einstein et d'autres, mais il y a Oppenheimer, je crois, qui y était aussi, et je ne sais plus qui d'autre, mais ils étaient pas complètement, mais une majorité de chercheurs Ouais, juifs ouais. qui Bien ont sûr. travaillé. Bien sûr. Donc on se dit, et ça, et là je vais rebondir sur ce que j'avais commencé à évoquer tout à l'heure, mais j'ai perdu le fil tout à l'heure, c'est que le pays qui s'en sort le mieux avec cette mythologie de l'arme atomique, celui qui s'en sort le mieux, hein, c'est Israël. L'Israël, ils ont un, comment on appelle ça? Vous savez, tu sais, quand on a une carte où on peut plus rien nous faire. À chat perché, on peut pas on peut pas Ouais, me toucher. Tu un sais, joker, quoi. un joker, cherchez le mot, un joker. Voilà, cette arme, cette mythologie avec soi-disant les réacteurs nucléaires qui seraient cachés dans le désert du Negev, la centrale de Dimona que aurait révélé, moi à un moment j'y ai cru, hein, que aurait révélé, comment il s'appelle, l'agent qui a été arrêté en Australie, là, l'agent israélien, qui a dénoncé ça. Pas Nounou, pas Zouzou, pas Ah, Zouzou, ça, sais je plus peux son pas nom. te dire. J'ai pas trop de moi de connaissances en histoire contemporaine, on va Ah, dire. Je connais en mais c'est gros pas, les événements, mais j'ai pas de nom en tête là-dessus. Mais moi non, j'en connais pas 150, mais lui il était tellement connu. Vanounou, voilà. Mordechai Vanounou, c'est son nom me revient. Il a déjà un nom couché dehors, mais bon, il s'appelle Mordechai. Bon, c'est biblique, hein, mais Vanounou. Et lui, il a dénoncé, soi-disant, qu'ils avaient une centrale nucléaire à Dimona, qu'ils faisaient de l'enrichissement d'uranium et qu'ils avaient potentiellement 80 têtes nucléaires. C'était dans les années 80. Le Mossad l'aurait kidnappé, ils l'ont récupéré en Australie via une nana, ils l'ont mis dans son lit, et ce bonnet, il serait allé comme un con, et il est tombé, ils l'ont ramené en Israël, ils l'ont jugé, je sais même pas s'il est sorti de prison. Ça fait 30 ans peut-être. Pour haute trahison, machin, divulgation de secrets de ta défense, machin, mon cul. Excuse-moi de parler comme ça des fois, mais j'ai des relents comme ça Non, mais t'inquiète, pas de souci. qui me prennent. Et donc voilà, ça, et les gens croient, oui, ils ont une capacité nucléaire, donc personne ne les attaquera frontalement. Alors que je suis persuadé que c'était un des meilleurs mensonges pour se faire plus gros que ce qu'on est. La grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, on gonfle, on gonfle, on gonfle, c'est tout. Mais il y a du vent à l'intérieur. Ben, la bombe atomique, telle qu'elle nous le décrite, pour moi, elle n'existe pas et c'est le meilleur produit, c'était la meilleure chose qui puisse arriver à Israël pour son immunité contre les autres pays qui la dérouillerait en 2 minutes. Si vraiment il n'y avait pas cette arme, comme tu dis, la kryptonite, tu sais la kryptonite de Superman, Ouais, quand ouais. la kryptonite, il a plus de pouvoir. Ah bah, c'est la kryptonite, c'est Non, mais la bombe atomique. je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Après, ouais, c'est compliqué, mais le débat, juste pour finir, les gens vont dire oui, mais les autres pays qui l'ont, eux aussi sont de connivence, machin, mon cul. Peut-être, peut-être pas, on sait pas. Mais voilà, c'est un point de vue, quoi. Oui, bah, puis de toute façon, en tout cas, à notre époque, de toute façon, vu que c'est la fin de la guerre froide, j'allais dire, tous les pays sont plus ou moins dans le même camp, hein, aujourd'hui. Hein, Ouais. il y a peut-être la Corée du Nord, mais pareil, moi, ça me fait doucement rigoler, la Corée Ouais. du Nord, quoi. C'est C'est le pareil, méchant qu'on a construit. C'est un fake state, quoi. Ouais, bah oui. Ouais, enfin, il nous les sort, puis même quand on voit l'échange Trump, Kim Jong-il, ou je sais pas quel numéro il est, l'autre là, Kim Jong, je sais pas quoi, les deux, quand ils nous ont fait leur cinéma, là, il y a 2-3 ans, on va se foutre sur la gueule, après on va se serrer la pince, on va boire des cafés ensemble. Et Voilà, bref, et du puis vent. tu sais, c'est comme l'Iran, comme tu disais aussi, c'est que ça c'est ce qu'on appelle la triangulation, tu sais, c'est le triangle de Karpman, ça s'appelle, et c'est dans une situation, t'as le bourreau, la victime et le sauveur, et le but c'est de se faire passer pour la victime ou le sauveur, quoi, et de désigner un bourreau, un bouc émissaire, justement, quoi. C'est le cas de le dire. Mais c'est ça, et c'est appliqué maintenant, on l'a à l'instant T sous nos yeux, on le vit, on le voit. Encore faut-il ouvrir les yeux pour s'en apercevoir. Mais c'est vrai c'est dingue quand même quand on observe, on prend un peu de recul, on se calme, on sort un peu de ce monde frénétique avec cette masse d'infos et on observe. Et là on voit, on se dit ah ouais, mais
C'est bien, c'est bien ficelé. On nous emmène ici, on nous ramène par là, et on peut voir la suite en plus des futures péripéties qui nous ça c'est préparent. sûr, parce que mais ça c'est dans tous les textes sacrés. Satan il est mauvais, mais c'est un être d'une intelligence extrême. Hein. Ah mais pour moi, quand on dit une idée de génie en français, je pense qu'on n'a pas trouvé mieux que ça. Les génies, dans le sens génial, c'est la racine du mot génie. Et génie, ça vient de djinn. Et djinn, c'est ceux qui ont la capacité à nous susurrer des idées et sans qu'on s'en aperçoive. Et le meilleur des susurreurs, je sais pas si on peut le dire comme ça, c'est Satan. Et il a des idées dont on n'a pas idée. Je reprends juste un commentaire d'une personne, un certain Eli D, qui m'a fait la remarque sur ma dernière vidéo, en me disant que les djinns avaient des capacités, certes, physiques, etc., que les humains n'auront jamais, mais qu'au niveau idée, on les dépassait, nous, les humains. Mais c'est complètement l'inverse. C'est eux les planificateurs, c'est eux les meilleurs, ceux qui ont les meilleures idées. C'est pas pour rien qu'on dit justement idées de génie. Ils ont des idées qui nous dépassent. Oui, oui. Bah, tu sais, Jésus, il dit heureux les simples d'esprit. Il dit pas heureux les génies. Hein. Exactement. Mais les simples d'esprit, c'est nous, c'est la masse, c'est les gens, c'est les humains normaux qui n'est voilà. Mais ouais, Voilà, on est en phase. mais bon, ça, faudrait rentrer dans d'autres considérations. D'ailleurs, tu vois, ça fait 1 heure et demie qu'on parle. Moi, je sais pas si ça te dit, mais il faudrait qu'on se fasse un épisode 2 parce qu'on n'a pas du tout abordé la question, tu sais, des anciennes civilisations, des monuments sacrés, de l'égyptologie, qui rentrent exactement dans les mêmes sujets. Mais je crois que si on se lance là-dessus, on en a pour 2 heures. Mais enfin, c'est comme tu veux, hein, si tu veux, on peut... Non, mais je crois que tu as une bonne idée, c'est qu'on va faire un épisode 2. Et on repartira sur à partir de là, et on se fera tous ces points-là, et puis d'autres encore si on a... Puisqu'on a encore, je pense qu'on a de la matière. Oui, avec plaisir. On a de la matière, et t'es comme moi, je vois que t'aimes bien digresser, mais finalement, si les gens suivent un peu le fil de notre discussion, tout reste dans le même thème, en fait. Dans le thème de la tromperie, de, comme je l'explique, de la programmation, de l'imaginaire, du mensonge, d'état, de tout ce qui est false flag et tout ça, quoi. On pourra aborder aussi le sujet de MK Ultra, de toutes ces manipulations, mais vraiment mises en place par des entités, c'est-à-dire étatiques, c'est-à-dire la CIA et tous les services secrets, et pas que CIA d'ailleurs, pour manipuler les gens. Alors là, c'est avec des produits chimiques et d'autres choses aussi, parce qu'il y a la sorcellerie qui intervient. Bien sûr, la psychologisation des sociétés aussi, avec l'influence de la psychanalyse aussi. Voilà, la psychanalyse magnifique. D'ailleurs, il faudrait qu'on demande à Salem Laïli qui participe, parce que lui, la psychanalyse et tout ce qui est le freudisme et tout ce qui est toutes les pollutions mentales qu'on nous a impliquées, qu'on nous a mis dans la tête pour nous déglinguer, il connaît bien le sujet. Je pense que ce serait un intervenant assez complémentaire. Ça serait bien. S'il a envie de lui en dire, il sait comment nous rejoindre et nous contacter pour. Ça serait bien l'invitation. En tout cas, j'aimerais bien qu'il la reçoive et qu'il vienne avec nous en débattre. Mais voilà, moi avec plaisir, Pierre, quand tu veux, on peut faire ça rapidement, hein, pas de problème, avec grand plaisir. Ok. Bon, ben on va dire au revoir à nos auditeurs, à ceux qui nous ont suivis jusque-là. Donc la vidéo, elle sera postée sur nos chaînes respectives. Donc on vous mettra les liens et comme d'habitude, abonnez-vous, pouce bleu et portez-vous bien et à la prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao.